7 victoires de suite, encore plus impressionnant, tout à la régulière. Le tricolore se bat soudainement avec le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo pour le sommet de la division la plus compétitive de la LNH. Et encore à ce jour, on parle de la fenêtre à venir comme si elle était loin. Mais pourquoi donc ne parle-t-on pas de cette équipe comme un vrai aspirant à la Coupe Stanley dès cette année? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Quel printemps! Le Canadien ne perd plus, Nick Suzuki pourrait atteindre les 100 points et gagner le Selke au passage. Jacob Dobèche est en train de canaliser son Patrick Roy intérieur et Cole Caulfield ne fait que marquer. Vous êtes excités et c'est normal. Le Canadien n'a pas eu une équipe aussi talentueuse en une trentaine d'années et non, c'est même pas une hyperbole. Si vous êtes comme moi, dans la mi-trentaine, vous avez grandi avec Brian Savage comme meilleur joueur offensif de l'équipe. Vous êtes ensuite passé à travers une sympathique période où des gardiens négligés faisaient des petits miracles derrière une équipe aussi négligée qui permettait à l'équipe de se rendre de temps en temps en deuxième ronde et peut-être une petite finale de l'Est au passage. Et ensuite, vous êtes passé à travers 15 ans d'une formation qui était bonne, mais soyons honnêtes, artificiellement gonflée aux stéroïdes, a.k.a. il y avait Carey Price en arrière qui faisait des miracles. Bref, une équipe qui rentre en série sans se dire si notre gardien goal sur la tête puis un ou deux héros obscurs se lèvent, on va peut-être faire un bout de chemin. C'est du jamais vu pour quiconque en bas de 40 ans à Montréal. Complètement fou. Par contre, si vous avez suivi la reconstruction, vous saviez que la promesse au bout du long tunnel, c'était ça. Sauf que le bout du tunnel était moins loin qu'on le pensait. Et demander, le Canadien peut-il sérieusement aspirer dès cette année, c'est plus une question chargée de partisanerie. C'en est une qui est tout à fait légitime. Et justement, dans cet épisode, on va analyser en profondeur la séquence actuelle du Canadien. Coup de chance ou réel signe d'une équipe qui est en train d'arriver. On va ensuite regarder, à l'ère du plafond salarial, à quoi ça ressemblait pour d'autres jeunes formations qui arrivaient à leur apogée. À quel moment sommes-nous passés justement de jeune équipe qui peut surprendre à réel aspirant? Allons-y. Tout juste avant de poursuivre, cet épisode vous est présenté par Budweiser. Budweiser Québec a lancé le concours Et le but méga gros lot, un concours à l'échelle de la province conçu pour les fans de hockey du Québec et propulsé par les buts. Le gros lot débutait à 50 000 $ et pour chaque but marqué dans la LNH d'ici la fin de la saison 2026, 50 $ s'ajoutent à la cagnotte. Le gros lot est maintenant à plus de 100 000 $. Pour participer, vous n'avez qu'à vous rendre dans un couche-tard pour acheter une caisse de Budweiser sélectionnée et vous allez recevoir un billet à gratter révélant un NIP unique, mais vous pouvez aussi vous rendre au budweiser.ca/aucun achat requis. Il suffit ensuite d'entrer votre NIP dans l'application Couche-Tard pour courir la chance de gagner le gros lot. Le concours prend fin le 16 avril 2026 à 23h59 59 secondes. C'est 18 ans et plus, aucun achat requis. Pour tous les détails, budweiser.ca/méga gros lot. Le lien est dans la description. Un énorme merci à Budweiser, partenaire officiel de ton boy Max. Donc, 7 victoires de suite, toutes à la régulière. 2 fois les 2 meilleures équipes de l'Est. 2 équipes qui se battent pour leur survie en Columbus et Nashville et qui étaient, c'est quand même important de le mentionner, au cœur de leur propre excellente séquence au moment de l'affrontement. Et les Rangers de New York. Respect aux Rangers. On sait que Dobèche a eu à faire de petits miracles contre les Kings et honnêtement contre Columbus aussi, mais dans l'ensemble, à quel point a-t-il faussé les données? Autrement dit, Montréal surfe-t-elle sur un gardien en feu ou c'est plus que ça? Regardons chacune des rencontres individuellement jusqu'ici dans la séquence victorieuse du Canadien contre les Islanders. Première victoire de la séquence. Le Canadien a gagné 7-3 et quand on regarde les buts attendus dans la rencontre, 4.36 à 2.23. Bon, pour une très rare fois cette saison, le Canadien a été une équipe qui a profité des largesses d'Ilya Sorokin pour vraiment gagner la rencontre de façon convaincante. Mais même quand on regarde les chances de marquer, la troisième période en entier en a été une sensationnelle de la part du Canadien, même la fin de la deuxième période. Et non, c'est pas un match qui a été volé par son gardien de but, qui était Jacob Fowler pour ce match-là, je vous le rappelle. Regardons maintenant la deuxième rencontre, celle face aux Hurricanes de la Caroline. Ben là,
Oui, Jacob Debesch a fait une différence quand on regarde les chances de marquer de qualité, les buts attendus. Les Hurricanes auraient peut-être mérité cette rencontre-là, mais on se rend compte peut-être pas autant qu'on aurait pu le penser. Il faut apporter une nuance avec les buts sauvés. Une fois que le gardien de but, pas les buts sauvés, pardon, les buts attendus, une fois que le gardien est enlevé, évidemment, ça booste les buts attendus. Arrivant à en échapper dans un filet désert, exemple, c'est presque un but complet attendu, puis même chaque tir, ça fausse un peu la donne. Vous le voyez à la fin là, avec le but de Jake Evans, donc peut-être un petit peu que ça a été plus serré que ça, mais vraiment pas tant que ça. C'était une rencontre serrée dans laquelle le gardien du Canadien a effectivement été meilleur que celui des Hurricanes, mais c'est pas un match que le Canadien ne méritait pas. Contre les Blue Jackets de Columbus, j'ai envie de dire un peu étonnamment, mais en même temps pas tant que ça. Là, Debesch a vraiment fait une différence. Vous voyez à quel point il y a eu un écart entre les deux équipes, à quel point, entre autres, en deuxième période, les Blue Jackets de Columbus avaient un ascendant sur le Canadien. Mais même à ça, 3,24 buts attendus, tu ne demandes pas à ton gardien de but non plus de vraiment connaître une performance historique. Reste que effectivement, et surtout, là, vous le voyez encore une fois, à la toute fin, le Canadien n'a pas réussi à marquer dans un filet désert, mais a eu des chances vraiment phénoménales. Effectivement, ce match-là, Debesch a fait une différence. Mais encore une fois, c'est pas un match dans lequel le Canadien a été dominé et a été chanceux de repartir de là avec une victoire. Ensuite, le match contre les Prédateurs de Nashville est peut-être le meilleur match du Canadien durant cette séquence. Faut dire par contre que les Preds, c'est un moins bon adversaire que 2 fois les Hurricanes, le Lightning de Tampa Bay, Blue Jackets de Columbus, mais quand même, là, on a vraiment été franchement dominant. On n'a rien donné. Jacob Fowler qui a finalement été battu sur un but vraiment chanceux. Le Canadien non seulement méritait ce match-là, mais le score reflétait vraiment à 100% ce qui s'est passé dans ce match-là. Une victoire de 4-1 amplement méritée. Le deuxième match contre les Hurricanes à Caroline, c'est là où vraiment Jacob Debesch s'est imposé. Regardez ça. Là, on peut parler d'une rencontre qui a été dominée par les Hurricanes, mais que Debesch a simplement dit non. Victoire de 3-1 face aux Hurricanes, qui aurait pu être un tout autre score. Le Canadien a été opportuniste pour une deuxième rencontre de suite, un petit peu profiter des largesses de Freddie Anderson. Je dis un petit peu parce qu'on a quand même 3 buts attendus du côté du Canadien, c'est ce qu'on a marqué. Mais là, vraiment, ça, c'est un match à la fin duquel Jacob Debesch a vraiment apposé sa signature. Ensuite, il y a le match contre le Lightning de Tampa Bay qui est intéressant. Au score, le Canadien l'a gagné 4-1 avec des buts dans un filet désert. Donc, ça a été 2-1 là, pour une majorité de la deuxième partie de la rencontre. Encore une fois, vous voyez les buts attendus là, à la toute fin avec un filet désert font en sorte que le Canadien a eu un gros ascendant à la toute fin sur le Lightning. Mais si vous regardez juste un petit peu avant le but de Matheson, le Lightning dominait légèrement, mais très peu. Faut dire que le Lightning tirait de l'arrière 2-1. C'est un peu normal, là, comme vous le voyez en fin de rencontre, parce que pour une majorité de la troisième période, c'était le Canadien qui dominait. Vous le voyez au bout du graphique, là. Le Lightning de Tampa Bay, de une très bonne formation, avec des gros attaquants, tentait de reprendre l'avance. Ce match-là, j'ai envie de dire, c'est vraiment le score final reflète l'allure de la rencontre, c'est-à-dire 2-1 pour une ou autre des deux équipes qui ne cessaient de se partager des chances de marquer. Pas beaucoup de grandes chances de marquer, mais quelques-unes de très très bonne qualité. Les deux gardiens dans ce match-là ont fait un excellent travail. Et ce match-là, pour moi, il est important dans la séquence du Canadien parce que, tu es allé battre l'équipe contre qui tu te bats au classement sur la route, un de tes potentiels adversaires en séries éliminatoires et un adversaire que plusieurs disaient que tu te ferais sortir rapidement contre lui en série. C'est pas ce qui est arrivé. Et aussi, ce match-là, pour moi, a été important pour Jacob Debesch parce que il affrontait Andrei Vasilevskiy. Andrei Vasilevskiy, c'est le deuxième meilleur gardien de la Ligue dans les 5 dernières années. Quand même donner un petit peu de respect à Connor Hellebuyck qui est rendu à 3 Vézina. Là. Je sais, il choke en série. Not the point. Bref, ce match-là, le Canadien qui soit capable de le gagner face à une équipe comme le Lightning, pour moi, ça, c'est un match pivot. C'est un match qui démontre que, oui, le Canadien, ce qu'il fait présentement, c'est exceptionnel. On n'est plus là à simplement gagner des matchs de 6-4 puis s'embarquer dans des shootouts. Non, on peut prendre une avance, la protéger, et sans non plus la protéger de façon dramatique où le Lightning aurait mérité de revenir dans ce match-là. Non, on a bien joué, on a joué un match solide, un match honnête. Et finalement, le match contre les Rangers de New York, honnêtement, pour presque 2 périodes, le Canadien méritait son avance de 2-0. On ne concédait pas grand-chose aux Rangers. C'était plus serré qu'on aurait voulu que ce soit. C'était un match piège.
C'était un match piège et le Canadien, à part en troisième période, à mon humble avis, a fait un bon travail. Non pas pour créer. On s'est vraiment fié sur le talent de notre premier trio pour aller marquer nos buts dans cette rencontre-là. Mais on défendait vraiment bien notre territoire. Regardez, là, autant les deux équipes étaient sous les 2 buts attendus après 2 périodes. La troisième période, ça a été autre chose. Mais bon, dans l'ensemble, non, le Canadien ne vole pas ses rencontres. C'est contre de bonnes équipes. Ce sont des matchs sur la route. Dobèche a peut-être effectivement volé 2 rencontres. Mais même les bonnes équipes, il faut éventuellement que ton gardien te vole des matchs. Les bonnes équipes, très souvent, ont de bons gardiens. Je le disais, dans les buts attendus, il faut aussi prendre en considération les buts filet désert et tout ça. Mais quand même, pour moi, ce que ça démontre, c'est que non, ce n'est pas une séquence qui est un coup de chance pour le Canadien. 5 de ces 7 victoires-là, ce sont soit des bons matchs chaudement disputés que n'importe qui aurait pu gagner et ça démontre la croissance du Canadien d'être allé chercher ces victoires-là, ou encore, ce sont des matchs comme celui contre les Prédateurs de Nashville que le Canadien méritait amplement. Le fait que 4 de ces rencontres aient été acquises sur la route aussi, pour moi, c'est quelque chose d'important à souligner. Le Canadien était très bon sur la route toute l'année, mais ça, c'est quelque chose qui est une marque des bonnes équipes. Dans une série 4 de 7, il va falloir que tu gagnes des matchs sur la route. Aussi, la qualité des adversaires est à prendre en compte, je le disais. Donc, grosso modo, pour moi, le Canadien, ce n'est pas une séquence qui est un coup de chance. Y a-tu un petit coup de chance que Dobèche t'ait volé des matchs? Oui. Est-ce que la loi de la moyenne va peut-être venir corriger ça? Probablement. Caulfield va pas maintenir un rythme d'un but par match jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Quoique ça fait 17 matchs qu'il le fait. Who knows? Jacob Dobèche peut, et je crois va demeurer sensationnel, mais un taux d'efficacité de 965, comme c'est le cas présentement au cœur de la séquence de 7 victoires, peut-être pas. Reste que même s'il y avait une légère correction en ce moment et que le Canadien était au cœur d'une séquence de 5-1-1, 5-2-2, ça reste une séquence absolument sensationnelle, une séquence au bon moment et surtout, le Canadien qui semble arriver au bon moment. Ça fait plus d'1 an maintenant que Caulfield, Suzuki, Slavkovski, c'est un des meilleurs trios de la Ligue. Ça va pas changer. Les gardiens font les arrêts, mais le dévouement devant avec la quantité de tirs bloqués n'est pas quelque chose qui va cesser une fois rendu en série. Pour moi, ce qui fait la grosse différence, c'est ça. Le Canadien est une des puissances offensives de la Ligue nationale de hockey cette saison. Chaque fois que je dis ça, il y a des petits comiques en commentaire qui disent « Yo, calme-toi ». Non! Le Canadien est 3e dans la LNH cette année pour les buts marqués par match. 3e, c'est une puissance offensive. La différence maintenant, c'est qu'on a accepté que certains soirs, il allait falloir gagner nos matchs 3-1, 3-2, peu importe. Resterait à nettoyer le devant du filet. Ça pourrait vraiment être le point de salut de l'équipe en éliminatoire. On l'a vu encore contre les Rangers de New York. C'est difficile. C'est difficile, la quantité de joueurs qui vont confortablement s'installer dans le bureau du gardien. Il faut changer ça. Mais dans l'ensemble, pour moi, ce n'est pas un coup de chance. Même si ce n'est pas un coup de chance, est-ce qu'on peut se rendre au point de se dire l'équipe peut réellement aspirer cette année? Kent Hughes a toujours dit qu'il voulait gagner à long terme. Quand on regarde les franchises qui ont fait, comme le Canadien, une vraie reconstruction en bon uniforme et ensuite eu du succès sur une longue période à l'ère du plafond salarial, parce que c'est ce que Kent Hughes veut, il y a quelques candidats. Mais les plus évidents, ce sont les Penguins de Pittsburgh et les Blackhawks de Chicago. Oui, ce sont les standards en or de cette ère du plafond salarial, mais c'est ce à quoi le Canadien aspire. Montréal a fait les séries l'an dernier et va les refaire cette année. Basons-nous sur ça pour regarder à quoi ça ressemblait pour les Penguins de Pittsburgh et les Blackhawks de Chicago, respectivement, lorsqu'il était à ce moment-là de ce qui aura été leur cycle en entier. En 2005, les Pingouins qui repêchent, bien sûr, Sidney Crosby, c'était le début de la fin de la reconstruction. Oui, on rate les séries bien comme il faut en 2006, avant l'an dernier dans la Ligue, on repêche Jordan Staal l'été suivant, mais c'était, disons, l'aube des Pingouins de Pittsburgh. Disons la saison 2023-2024 du Canadien. 2007, maintenant. 5e rang de l'association de l'Est. On n'est pas encore une puissance, mais on termine au-dessus des 100 points. Clairement, on arrive fin prêt à notre premier parcours éliminatoire. Ça, déjà, c'est un petit peu différent du Canadien l'an passé, qui est rentré un peu par la peau des dents avec une spectaculaire montée de fin de saison. Les Penguins de Pittsburgh étaient déjà un peu plus sérieux, entre guillemets, que le Canadien l'an dernier. Sidney Crosby est le joueur le plus utile de la Ligue cette année-là. Les Penguins sont prêts à surprendre, mais non!
On se fait sortir en 5 petits matchs contre les Sens. Et ça ressemble à comment ça s'est terminé pour les Canadiens l'an dernier. En fait, les Canadiens se sont fait sortir en 5 par les Capitals de Washington. 2008, boom! Deuxième rang de l'Est. Le Canadien se bat pour ce rang-là présentement. 4e dans toute la LNH. Au moment où j'enregistre, le Canadien est 6e dans toute la LNH. Mais les Pingouins sont-ils arrivés? Après 5 petits matchs de série l'année d'avant? Oui! Finale de la Coupe Stanley où on s'incline contre les Red Wings de Détroit. Vous connaissez la suite. On la gagne l'année suivante. On en gagnera 3 et on va faire les séries 100 ans de suite. Bon, j'exagère, mais à peine. Les Pingouins ont non seulement un joueur générationnel, on a aussi eu la chance de tomber sur, honnêtement, peut-être le 2e meilleur joueur de centre de sa génération en Evgeny Malkin. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'est injuste de comparer quiconque aux Penguins de Pittsburgh. Pour vrai, on a gagné la loterie de toutes les loteries avec Sidney Crosby. Après ça, c'est pas aussi simple que simplement on a Crosby, tout va arriver. On le voit que les Oilers d'Edmonton, ils ont Connor, ils ont Léon, puis autour d'eux, ils ont comme décidé oh yard, arrangez-vous, Connor puis Léon. Les Blackhawks, par contre, ça, c'est intéressant. Et c'est très drôle parce qu'il y a un an, presque jour pour jour, je publiais un épisode où je comparais la montée du Canadien à celle des Hawks. Et un an plus tard, force est d'admettre que cette comparaison-là tient toujours la route. Vous voyez? Il n'y a pas que des vidéos qui vieillissent mal ici. Les Hawks, on repêche coup sur coup Jonathan Toews et Patrick Kane en 2006 et 2007. Oui, Kane est devenu un MVP de la Ligue. Mais on parle quand même d'un joueur beaucoup plus dans la catégorie de ceux du Canadien. Un vrai joueur de franchise, pas un générationnel non plus. Bref, pas un cheat code qui te change complètement la trajectoire complète d'une équipe à lui seul. Entendez-moi bien, Kane est un des meilleurs joueurs de sa génération, mais il ne peut pas te changer une équipe comme Sidney Crosby le fait avec les Penguins de Pittsburgh, comme Connor McDavid le fait avec les Oilers d'Edmonton. Les Hawks avaient du gros talent, mais surtout beaucoup de profondeur, ce qui ressemble aux Canadiens d'aujourd'hui. Leur montée en puissance et leur arrivée au sommet, ça l'a ressemblé à quoi concrètement? 2007, on termine au 26e rang de la Ligue. On est chanceux, on gagne la loterie et on repêche Patrick Kane, dernier élément de la reconstruction. 2008, amélioration de 6 places. Au total, dans toute la Ligue nationale de hockey, on finit 10e dans l'Ouest à 4 points des séries. On voit que ça s'en vient, mais qu'on n'y est pas tout à fait. Ça ressemble un peu au Canadien de l'an dernier, à la différence que le Canadien a réussi à rentrer en série. Le Canadien est rentré en série par la peau des fesses. Les Blackhawks ont raté les séries par 4 petits points. Arrive ensuite 2008-2009. 4e de l'Ouest, une montée fulgurante. Mais les Blackhawks sont une jeune équipe sans expérience. On va se faire sortir rapidement en série, right? Non! Les Hawks atteignent la finale de l'Ouest cette année-là. On se fait sortir en 5 petits matchs par les champions en titre, les Red Wings. Pas de quoi rougir. On peut dire que les Hawks ont brûlé une étape. On n'a pas eu à faire ce premier parcours où on passe quasiment en coup de vent pour ensuite faire « Oh, OK, c'est ça les séries, on est prêt. » On est allé directement en finale de l'Ouest. Ça n'a pas été long, cet apprentissage-là, du côté des Blackhawks de Chicago. 2009-2010, champion de la Coupe Stanley. Leur première de 3 en 6 ans. Évidemment, toutes les équipes n'ont pas la même histoire. C'est beau regarder les Pingouins, c'est beau regarder les Blackhawks, mais c'est pas parce qu'eux ont réussi ça de façon assez similaire que c'est comme ça pour toutes les équipes qui deviennent de bonnes équipes sur de longues séquences. Je viens de prendre les 2 grands champions de l'ère du plafond salarial. J'aurais pu parler des Hurricanes de la Caroline, qui sont une excellente équipe de saison régulière, parmi les meilleures depuis plusieurs années, qui font de longs parcours éliminatoires, mais pour qui le mur semble être la finale de l'Est. J'aurais pu aussi parler des Maple Leafs. Mais vous voulez pas entendre parler des Maple Leafs, hein? On va parler un petit peu des Maple Leafs quand même. À la première saison d'Austin Matthews, on fait les séries en 2016-2017. On les fait. Dang! C'était la fin de la reconstruction. On se fait éliminer au premier tour. C'est normal, c'est une jeune équipe. On s'attendait pas à ça de la part des Maple Leafs de Toronto en début de saison. Ils ont été là, c'est beau. C'est un beau premier pas pour le futur. Un peu comme les Penguins de Pittsburgh et les Blackhawks de Chicago quelques années avant. C'est le début de quelque chose de beau, right? On va maintenant faire des longs parcours éliminatoires à chaque année. On va avoir appris rapidement, OK, c'est ça les séries. Et non. 9 ans de suite de séries éliminatoires. On va les rater pour la première fois cette année, depuis 2015-2016. 2 séries gagnées.
2 séries gagnées, même pas la même année, donc on n'a jamais passé la deuxième ronde. Entendez-moi bien. Je vais être surpris si le Canadien, c'est les prochains Maple Leafs de Toronto. Je pense qu'on a bâti une culture qui est complètement différente. Je pense que la façon dont l'équipe est bâtie aussi, c'est complètement différent. Toronto, on l'a souvent dit, on a mis tous nos œufs et même tout notre cash sur 4 gros gars, 4 attaquants. Cette équipe-là n'a jamais été bien construite. Et je tiens à dire aussi que pour des formations comme les Leafs, la stagnation du plafond salarial n'a pas aidé pendant plusieurs années. Là, avoir frappé ton prime avec quand la COVID est apparue en 2020, en rétro, je dis pas que les Leafs auraient complètement été différents. Là. Loin de là, je le répète, je trouve qu'on a mal bâti. Il y a beaucoup de choses qui ont été très mal faites à Toronto, mais c'est quand même un élément à prendre en considération. Alors que le Canadien arrive à son moment clé, au moment où le plafond va exploser et qu'on a d'excellents contrats. Mais ça, bon, le plafond qui explose, c'est pas nous qui a contribué à ça. Là. On n'a pas prévu ça. Les bons contrats, par contre, ça, oui, c'est de la fine gestion. Mais c'est simplement pour dire ceci. Regardez les Pingouins, regardez les Blackhawks, mais c'est important quand même de regarder une formation comme les Maple Leafs de Toronto. Mais tout ceci étant pris en considération. Ma conclusion à cet épisode, et je vous invite, après avoir regardé tout ça, à faire la vôtre et me la partager en commentaire. Oui, c'est tout à fait possible que le Canadien soit arrivé. Parce que même si on a le contre-exemple des Maple Leafs de Toronto, à toutes les années, depuis 2018, on considère les Leafs comme un aspirant à la Coupe, même s'ils choquent. On les considérait comme c'était coupe ou rien. Et oui, une finale de l'Est, même une participation à la grande finale cette année, c'est possible. C'est même plus un rêve farfelu. Si le Canadien arrive en finale de l'Est dans quelques mois, je vais pas faire « D'où Jésus, quel parcours Cendrillon! » Non. Sauf que une élimination au premier tour, aussi, c'est possible, il faut être honnête. Une des grandes différences avec les Pingouins et les Blackhawks de l'époque, c'est le nouveau système éliminatoire. Le Canadien risque de devoir affronter Tampa et Buffalo dans les 2 premiers tours. 2 équipes du top 5 de la Ligue nationale de hockey. Ils sont respectivement, au moment de l'enregistrement de cet épisode, 4e et 5e. Ce n'est plus un système 1-8. Donc ça fait une grosse différence. Une élimination au premier tour est tout aussi possible pour cette saison qu'une finale de l'Est. Mais là n'est pas le point de l'épisode d'aujourd'hui. Le point, c'est que l'histoire récente, pas ancienne, celle de l'ère actuelle de la Ligue nationale de hockey, du plafond salarial, nous dit, à mon humble avis, que oui, c'est possible qu'une équipe comme le Canadien de Montréal, une équipe qui compte sur potentiellement un joueur de 100 points, un marqueur de 50 buts, un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue nationale de hockey en Lane Hudson, soit réellement, dès cette année, déjà aspirante à la Coupe Stanley. Et si ce n'est pas le cas, c'est l'an prochain. Le printemps est arrivé et Kent Hughes a décidé qu'on ouvrait les fenêtres plus tôt que prévu parce que la maison est peut-être pas terminée. Je veux dire, il manque encore quasiment un deuxième trio au grand complet, si on est honnête. Il reste un peu de finition à faire. Mais la maison, elle est habitable et la maison, elle est habitée. Tu as le droit de rêver. Le Canadien semble effectivement être arrivé. Damn! Qu'as-tu pensé de l'épisode d'aujourd'hui? Laisse-le moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense qu'un des plus gros luxes du Canadien pour les 2 à 3 prochaines saisons, c'est le duo Dobeš-Fowler et qu'il ne faut pas choisir tout de suite entre les deux? Clique ici et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!